Bonjour chers étudiants et bienvenue à cette deuxième partie du cours consacrée à la supervision d'une infrastructure informatique. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette partie? Nous allons faire une introduction à la supervision, montrer les moyens pour la supervision, présenter la supervision basée sur le protocole SMTP, présenter le principe de supervision basé sur Syslog et faire une étude de quelques logiciels de supervision. En ce qui concerne le premier paragraphe de notre cours consacré à l'introduction à la supervision informatique, qu'est-ce que nous allons voir ici? Nous allons présenter la définition des concepts liés à la supervision, montrer les enjeux liés à la supervision et faire une introduction à la notion d'ITIL, puisque ITIL est un référentiel de bonnes pratiques pour la gestion des systèmes d'information. Nous allons présenter les éléments à superviser. Nous allons montrer les points de contrôle à superviser sur ces éléments et nous allons montrer les moyens de supervision. C'est donc quoi la supervision? La supervision est la surveillance permanente de l'état du système informatique dans l'objectif de détecter les anomalies et d'en l'aider en conséquence. Et donc, les outils de supervision actuels intègrent également des fonctionnalités comme la recherche des causes d'incidents ou encore la production des rapports permettant de détecter les tendances. C'est quoi un incident? Un incident est un événement incertain qui survient dans un système qui vise à détériorer ou à nuire la qualité d'un service. Par contre, une menace est une cause potentielle d'incident. La vulnérabilité, quant à elle, c'est la faille ou bien l'ensemble de failles d'un système. Alors, les enjeux liés à la supervision sont multiples. On peut avoir la rapidité d'intervention lors de la surveillance d'une anomalie, qui est l'enjeu phare, c'est-à-dire la rapidité, le gain de temps qui va permettre à ce que le business puisse être accéléré. Nous avons la proactivité sur l'approvisionnement des ressources et services informatiques. Ça, en matière de gestion de stock, en matière de souscription à plusieurs fournisseurs d'accès, on va mettre en place des Server-Level Agreements, qui est également les engagements des niveaux de service entre l'entreprise et le fournisseur de services. Nous allons faire l'analyse des causes d'un incident. Et enfin, comme autre enjeu, nous allons parler de la connaissance du niveau de fonctionnement réel du système d'information. Et pour cela, on doit être capable de justifier ce niveau de fonctionnement. Et donc, comment est-ce que le système d'information fonctionne? La justification de ceci va nous permettre de dire si l'infrastructure est au service de l'entreprise ou bien le système d'information n'est pas adapté aux besoins de l'entreprise. Et c'est pourquoi nous allons définir, c'est-à-dire les niveaux d'engagement de service, que ce soit entre le fournisseur de services et l'entreprise ou entre le service informatique et les autres services de l'entreprise. Et donc, tous ces enjeux ont un but, c'est garantir la performance des systèmes d'information pour les entreprises. C'est donc quoi la performance du système d'information? La performance du système d'information est devenue cruciale dans toutes les entreprises. Par conséquent, la bonne gestion de l'infrastructure, aussi bien matérielle que logicielle, permettra à l'entreprise de se porter en bonne santé. Et c'est pourquoi le DSI doit tout autant se conformer aux normes et se doter d'outils ou bien des ressources permettant d'assurer la bonne maîtrise de ses engagements. Et donc,
Pour y parvenir, c'est-à-dire pour atteindre la performance, il faut mettre en place une politique de gestion des incidents. Et donc, la politique de gestion des incidents, c'est une politique qui va permettre à l'entreprise, c'est-à-dire c'est un ensemble de procédures, de processus qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir, ou bien au service informatique, de pouvoir être proactif afin de produire les meilleurs résultats en matière de gestion des incidents. Parce que si un incident survient dans un service et que ce service n'est pas à jour, cet incident n'est pas résolu, ça va paralyser tout le service. Et parce que le service est paralysé, ça peut entraîner des pertes d'affaires. Et donc, le référentiel de gestion des incidents, les bonnes pratiques de gestion des incidents basées sur les bonnes pratiques, c'est le référentiel ITIL. Et donc, c'est quoi la gestion des incidents basée sur le référentiel ITIL? Nous allons voir que ITIL a pour acronyme Information Technology Infrastructure Library. Il définit un cadre de référence pour la gestion au quotidien de la division des systèmes d'information afin d'améliorer la qualité du service informatique pour les utilisateurs. Donc, il propose un ensemble de guides rassemblant les bonnes pratiques à adopter en matière de management des services informatiques. Et c'est donc, quel est l'objectif de ce référentiel? Quel est donc l'objectif de la gestion des incidents? ITIL exige le déploiement de nouveaux services informatiques et notamment des services de support nécessaires à la résolution des problèmes et des besoins commerciaux rencontrés par les clients. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'est pas question seulement pour le référentiel ITIL de s'attarder uniquement sur les problèmes informatiques qu'on rencontre en entreprise. Parce que lorsque un utilisateur, lorsqu'un service a besoin d'un outil qui va lui permettre d'accélérer son activité commerciale, il a le droit de déclencher ce qu'on appelle un ticket. Et donc ce ticket va suivre un processus et jusqu'à l'obtention d'un logiciel, ou bien jusqu'à l'obtention de l'outil nécessaire à la résolution de son problème commercial. Le référentiel ITIL ne se base pas uniquement sur les pannes de disque dur, les pannes logicielles, les pannes système d'exploitation, les pannes mémoire, les pannes processeurs, les pannes ordinateur, pannes réseau, machin, pannes réseau. Ça ne se limite pas seulement à l'informatique, ça s'étend jusqu'aux besoins commerciaux. C'est-à-dire quoi? Si un utilisateur a besoin d'Excel 2013 pour pouvoir être rapide dans l'exécution de ses travaux, il va générer un ticket. Et donc, ITIL, c'est le référent. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour l'installer le logiciel Office 2013, Word 2013, bien Excel 2013, pour qu'il puisse travailler. On va s'appuyer sur le référentiel ITIL, sur le référentiel de gestion des incidents implémentés en entreprise. Et donc, ITIL n'est pas le seul référentiel, mais bon, c'est l'élément par excellence. Donc, quelle est la démarche que vise ITIL? ITIL vise à sensibiliser l'ensemble des acteurs du service informatique sur l'impact qu'a la qualité et la performance des outils sur la santé de l'entreprise. Quand on parle de la santé de l'entreprise ici, il s'agit les objectifs que l'entreprise, les objectifs business qui sont en train d'être réalisés au fur et à mesure que le temps passe. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, si on se rend compte que
le business, c'est-à-dire les objectifs fixés ne sont pas, c'est-à-dire que les objectifs fixés ne suivent pas le cours. Les indicateurs montrent que à la fin d'année, on pourrait ne pas atteindre l'objectif fixé dès le départ. Et donc, ce sera à cause de quoi? Peut-être à cause de l'informatique, peut-être à cause d'un besoin commercial qui n'a pas été comblé. Et ITIL donc va viser donc à rassembler, c'est-à-dire l'ensemble des outils qui vont permettre à l'entreprise de se porter en bonne santé. Et donc pour y parvenir, ITIL recommande la maîtrise des cycles de vie du service. Et c'est quoi donc les cycles de vie des services? C'est un ensemble de documents, c'est-à-dire un ensemble de 5 livres qui regroupent les étapes à suivre dans le processus de gestion d'incidents. Et donc parmi les livres que nous allons étudier ici, on va parler de la stratégie de service. Ce livre donc définit comment aligner les stratégies de l'entreprise à l'outil informatique. Donc, ceci afin de définir une cohérence pour mieux diriger l'entreprise dans ses projets. Donc, l'objectif est de faire collaborer les différents départements de l'entreprise et d'assurer que la création de la valeur durant le cycle de vie des applications informatiques est en étroite collaboration, avec eux et en parallèle, voilà le mot que j'ai cherché, est en parallèle avec les stratégies de l'entreprise. Et donc, c'est ce que ce livre-là va nous apprendre à faire. On va nous apprendre à aligner les stratégies de l'entreprise et l'outil informatique. On va nous apprendre à aligner les stratégies de l'entreprise avec les objectifs de l'entreprise en matière de collaboration. On va nous faire aligner la stratégie de l'entreprise avec les applications informatiques, et ceci dans le but de créer de la valeur. Et c'est parce que ça crée de la valeur qu'on va parler de service. Par contre, le livre de la conception de services propose des moyens de concevoir des services. Si nous ne sommes plus dans l'optique de l'alignement de la stratégie, nous sommes dans l'optique de la conception des services performants en prenant en compte les points de vue internes de l'entreprise, mais aussi les points de vue des fournisseurs et des clients. Parce que un service, c'est un moyen de fournir, c'est-à-dire d'après le référentiel ITIL, un service, c'est un moyen de fournir de la valeur sans contrainte ni coût spécifique. Et donc, on fournit des services à qui? On fournit les services aux clients et nous aussi, on bénéficie des services de nos fournisseurs. La conception de services, le livre de la conception de services va nous montrer les moyens de conception de services dans le but d'aligner le service propre à l'entreprise au service du fournisseur de services, d'aligner les services propres à l'entreprise au service du client, des clients. C'est ça en fait la cause. C'est ça quoi repose le livre de la conception de services. Également, il y a un deuxième livre, un troisième livre qui est la transition du service. Alors, cet ouvrage décrit comment élaborer une stratégie de service en matière de transition en prenant compte les risques liés à la mise en place de nouveaux services. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif ici est de planifier au mieux les ressources au changement en diminuant leur impact et bien entendu en validant leurs adéquations aux nouveaux services. Quand on parle de transition, c'est-à-dire lorsque j'aligne les stratégies, lorsque j'aligne la stratégie de service, lorsque
à la stratégie de service, je définis l'ensemble des stratégies que je vais adopter pour mon business et pour l'informatique. Je conçois ce service. Et comme je conçois ce service, je dois transférer ce service à l'ensemble des ressources de l'entreprise pour exploitation. Et c'est donc le rôle de la transition de service. Donc la transition de service, c'est de planifier au mieux l'objectif, de planifier au mieux les ressources à s'acclimater au service qui est créé. Le quatrième livre, qui est l'exploitation de services. Vous avez vu, je vous ai dit, on définit la stratégie, on conçoit, on définit, c'est-à-dire on essaye de transférer le service créé pour exploitation. Et donc, pour transférer le service créé pour exploitation, on va définir les ressources, on va acclimater les ressources au service, on va permettre aux ressources de s'adapter au service qui est créé. Et quand ces ressources sont adaptées, ces ressources sont bien acclimatées avec le service créé, on leur octroie le service pour exploitation. Et donc, dans ce volume d'ITIL, nous allons, les questions ici d'expliciter comment suivre la stratégie opérationnelle pour garantir la qualité de service offert aux utilisateurs. Et donc, nous allons ici voir que dès lors que on a transmis le service pour exploitation, il est question ici de gérer, c'est-à-dire que de suivre la stratégie opérationnelle du service afin de garantir une meilleure qualité de service aux utilisateurs. Ceci en se basant sur certains éléments, notamment en prenant en compte la gestion des incidents, en prenant en compte les problèmes liés, en prenant en compte les événements qui vont survenir pendant l'exploitation du service. Et le dernier volume de ce document, de ce référentiel, est l'amélioration des performances de service, et qui est un élément très fondamental, qui est un élément très crucial dans la gestion de service, puisque en matière de service, on est toujours dans la roue libre, de Deming, c'est-à-dire dans le PDCA, plan de check-up. On est toujours en amélioration continue. Et donc, ce document définit donc des techniques de réflexion à adapter pour améliorer les différents processus. Et il va donc développer une méthodologie cyclique, vous voyez la roue de Deming, une méthodologie cyclique en 7 étapes. Notamment, on va définir ce qu'il faut mesurer, on va définir ce qu'il est possible de mesurer, on va collecter les données, on va reformater les données, on va analyser les données, on va utiliser les informations, on va mettre en place des plans d'action correctifs. En quoi est-ce que ITIL est un élément important dans la supervision d'une infrastructure informatique, dans la gestion d'une infrastructure informatique? Tout simplement parce que lorsqu'on fait la supervision par définition, il s'agit de surveiller, de détecter et d'alerter les incidents qui surviennent dans l'infrastructure pendant leur exploitation. Or, ITIL ici est le référentiel de bonnes pratiques en matière de gestion des incidents. Et donc, pour pouvoir maîtriser la gestion des incidents dans un milieu productif, dans un environnement réel, il est important de maîtriser le référentiel ITIL. Et ITIL dit, pour pouvoir apporter les meilleures solutions pour la gestion des incidents afin que le service de monitoring
qu'on doit déployer puisse répondre aux besoins de l'entreprise, il est important de maîtriser les cycles de vie de gestion des incidents. Et donc, ces cycles de vie de gestion des incidents sont regroupés dans 5 documents, 5 livres qui sont la stratégie de service, la conception de service, la transition de service, l'exploitation de service, l'amélioration continue de service. Et comme je vous ai dit, l'amélioration continue de service est un élément très important parce qu'on est toujours en train de faire une roue libre. On est toujours en train de faire une étape circulaire, plan de check-up. Or, en ce qui concerne l'amélioration des services, il est développé, le document développe l'amélioration des services en cette étape que nous venons de voir. Et nous devons donc noter que en entreprise, la maîtrise du vocabulaire en matière de gestion des infrastructures est très important. Très important d'autant pour moi. Et donc nous allons nous référer au vocabulaire utilisé dans ITIL. Nous allons voir ce qu'on appelle événement. Et ITIL va définir un événement comme le changement d'état ayant de l'importance pour la gestion d'un service informatique. Nous allons voir ce qu'on appelle les incidents. Un incident, c'est une interruption non prévue du service informatique. Ça, c'est ce qu'on appelle incident en ce qui concerne l'ITIL. C'est-à-dire c'est une interruption non prévue d'un service informatique. Il faut ainsi dépanner les utilisateurs le plus rapidement possible afin de minimiser l'impact défavorable perçu par les utilisateurs. Et donc, autre élément, c'est l'alerte. L'alerte, c'est quoi? C'est l'avertissement qu'un seuil a été atteint, quelque chose a changé ou qu'une panne s'est produite. L'alerte a pour objectif de prévenir au plus tôt l'équipe d'exploitation afin qu'elle y apporte. Le problème, selon ITIL, est une cause d'un ou de plusieurs incidents. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de problème dans le vocabulaire ITIL, ça sous-entend qu'il y a un incident qui s'est répété plusieurs fois dans le service et donc qu'on n'arrive pas à trouver la cause de cet incident. Et parce qu'on ne trouve pas la cause de cet incident, le fait que ça se répète le fait que ça se répète dans le service informatique, c'est comme ça constitue ce qu'on appelle un problème. Les processus, selon ITIL, c'est un ensemble d'activités structurées conçues pour atteindre un objectif spécifique. Et donc, un processus traite un ou plusieurs entrées définies et les transforme en résultats. Et donc, lorsqu'on parle de processus, selon ITIL, vous devez comprendre qu'il y a ce qu'on entend par les inputs. Ensuite, vous allez avoir les outils et les techniques. Et à la fin, vous aurez les outputs. Et les outputs constituent ce qu'on appelle les résultats. Je prends par exemple un processus. Dans un processus informatique, voilà comme données d'entrée, on vous dit base de données saturée. Et donc, dans le processus de gestion de base de données, qu'est-ce que le processus de gestion de base de données prévoit? Qu'est-ce que le processus de gestion de base de données prévoit en matière de saturation des bases de données? Vous allez voir, on va vous dire que l'input pour ce processus est base de données saturée. Les outils techniques, on va utiliser les requêtes pour supprimer, nettoyer le fichier de base de données. À la fin, on aura une donnée de sortie qu'on va appeler output, qui sera la base de données apurée. Donc, en input dans ce processus, vous avez une base de données saturée.
On applique les outils et techniques dans sur cette base de données qui est saturée. À la fin, on a une base de données apurée. De ce référentiel utile en matière de gestion des incidents va nous permettre de mieux superviser, de mieux gérer notre infrastructure informatique. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit effectivement surveiller dans une infrastructure informatique. Donc les éléments, ça nous renvoie aux éléments à superviser. Et dans les éléments à superviser, vous allez noter que si l'infrastructure informatique reste le domaine de privilège de la supervision, il n'est pas le seul à pouvoir être supervisé. De nos jours, la supervision s'étend au niveau de l'infrastructure, des applications, du respect des engagements de niveau de service qu'on appelle les SLA et les processus informatisés. On doit les superviser. On doit s'assurer que les processus informatisés sont appliqués, sont respectés. On va s'assurer que l'engagement de niveau de service entre le fournisseur et l'entreprise, entre le service informatique de l'entreprise et les autres services, entre l'entreprise et les clients sont respectés et appliqués. Et donc, qui a la responsabilité de s'assurer que ces éléments sont respectés? C'est la tâche de l'administrateur réseau et système. C'est lui qui fait généralement ce travail. Alors, la supervision de l'infrastructure. Vous allez noter que lorsqu'on parle de l'infrastructure, d'après la définition, on a dit que c'est un ensemble matériel logiciel humain interconnecté, ensemble matériel logiciel, c'est-à-dire ensemble d'éléments interconnectés ensemble d'éléments interconnectés supportant la quasi-totalité des activités d'une entreprise de manière sécurisée. Et donc, dans le contexte, dans le cas de notre infrastructure, de la supervision de l'infrastructure, qu'est-ce qu'on va superviser? On va superviser le réseau. On va superviser le réseau. C'est quoi le réseau? C'est un ensemble de matériel et logiciels interconnectés dans le but qui contribue au traitement automatique de l'information. Qu'est-ce qu'on va superviser dans le réseau? On va superviser les performances des équipements du réseau. On va superviser la disponibilité des équipements du réseau. On va superviser les mesures. On va superviser la bande passante. On va superviser la latence et les taux d'erreur d'une liaison. En revanche, en plus de la supervision du réseau, du réseau dans l'infrastructure informatique, on va superviser les systèmes, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation. Et donc, qu'est-ce qu'on va superviser dans les systèmes d'exploitation? Les dates d'expiration des licences, les mises à jour des événements système, les mises à jour des systèmes d'exploitation, les mesures, on va surveiller les taux de remplissage du disque dur. On va également superviser le matériel et l'environnement. Et donc, dans cette section, qu'est-ce qu'on doit recueillir comme information? Qu'est-ce qu'on va surveiller? On va surveiller la température et l'humidité. On doit mesurer le taux de charge d'un onduleur. On va superviser les pannes de lecteurs de sauvegarde. On va superviser les inputs et les outputs des disques. On va superviser les postes des clients. On va superviser les serveurs. Donc, voilà ce qu'on va faire dans l'infrastructure. Dans l'infrastructure, on va superviser le réseau. On va superviser les systèmes d'exploitation. On va superviser le matériel et l'environnement. En plus
de la supervision de l'infrastructure, on va procéder à la supervision applicative. C'est quoi une supervision applicative? Alors, on va noter que auparavant, la majorité d'implémentation des solutions de supervision applicative était consacrée uniquement sur la disponibilité des applications. Or, ce n'était pas... la disponibilité d'une application ne garantissait pas l'effectivité de l'application. C'est-à-dire que ça ne garantissait pas que l'application réalise ce pourquoi il a été développé. Et c'est pourquoi donc, en plus de garantir, c'est-à-dire de s'attarder sur la disponibilité, on va mettre l'accent sur la supervision des processus que l'application est censée réaliser. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer des scénarios, on va faire des simulations répétitives. C'est-à-dire, si on a créé un logiciel de gestion de stock qui devait respecter un certain processus, on va faire des simulations de manière à s'assurer que effectivement le logiciel de gestion de stock qui a été développé respecte le processus métier. Si on a demandé un logiciel, si on a on a commandé un logiciel de gestion de la paye, on va faire des simulations pour s'assurer que le logiciel de gestion de paye réalise le processus métier pour lequel il a été développé, il a été commandé. Et ce n'est qu'en réalisant ceci, et ce n'est qu'en réalisant, en s'assurant de la disponibilité et de l'effectivité de l'application en matière du traitement des données qu'on devra parler de la supervision applicative. Le troisième élément à superviser est les engagements de niveau de service. Alors, lorsqu'on parle d'engagement de niveau de service, il s'agit ici d'un ensemble d'accords signés entre deux ou plusieurs parties. Une entreprise a en son sein plusieurs services qui sont appuyés par le service informatique. L'engagement de niveau de service doit être effectué entre le service informatique et les autres services, d'une part, parce que le service informatique a des obligations, a des engagements en faveur, a des engagements avec les autres services en matière de support. Et donc, le service informatique, la direction des systèmes d'information doit s'assurer que le niveau de service défini pour chaque service est en matière de support informatique, c'est-à-dire en matière de fourniture de services informatiques, est respecté. Également, d'autre part, l'entreprise et les fournisseurs externes. L'entreprise et les fournisseurs externes signent les accords de fourniture de services. Par exemple, dans une entreprise qui sous-traite pour la maintenance informatique, qui fait appel à la société SS2I, il y a des engagements de niveau de service qui doivent être respectés. Ceci dans le but de garantir que la société soit en bonne santé. Également, un troisième élément
c'est l'engagement de service entre l'entreprise et le client. Le client a des exigences sur un produit. Le client doit énoncer ses exigences et l'entreprise doit s'assurer de l'engagement, c'est-à-dire de s'assurer du respect de cet engagement envers le client. Et le dernier élément à superviser est la supervision des processus informatisés. La supervision des processus informatisés signifie superviser tous les éléments de la chaîne composante de ce processus. Il existe plusieurs logiciels de supervision des processus informatisés. Donc voilà pour ce qui est de la supervision informatique. On a noté que en cette matière de supervision informatique, il n'est pas seulement question de superviser l'infrastructure. En plus de la supervision de l'infrastructure, on va faire une supervision applicative. On va faire une supervision des engagements de niveau de service. On va faire une supervision des processus informatisés. Voilà les 4 éléments à superviser. Et donc, que ce soit pour chaque élément à superviser, il y a ce qu'on appelle les points de contrôle. Et ces points de contrôle sont les mêmes. Quel que soit le domaine, les catégories, les points de contrôle sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on va contrôler lorsqu'on fait la supervision? On va contrôler la performance. Il s'agit ici d'effectuer des mesures et de les comparer au seuil de criticité. On va contrôler la disponibilité. Il s'agit ici de vérifier la présence d'un serveur, d'un switch ou d'une application dans le réseau. On va contrôler ici l'intégrité, c'est-à-dire la fiabilité. Est-ce que le logiciel qu'on a développé réalise ce pourquoi il a été développé? Est-ce que le réseau mis en place supporte la quasi-totalité des business, la quasi-totalité des activités de l'entreprise de manière sécurisée? On va superviser également cette intégrité-là. Maintenant, il y a le dernier élément qui est le contrôle de confidentialité. Et ici, on va s'assurer que ce qui est traité dans l'entreprise reste confidentiel et que ça ne doit pas sortir. On doit contrôler que ces informations ne sont pas dehors et que les personnes qui exploitent les utilisateurs et les ressources qui exploitent les activités de l'entreprise ne brisent pas la clause de confidentialité.